Webcom.tv. Réinventons la proximité. Bonjour à tous et bienvenue sur Webcom.tv. Merci d'être avec nous pour cette belle aventure. Pourquoi Webcom.tv? Pourquoi ce magazine? Nous allons parler pendant 90 minutes, mais pas que ça. Nous allons parler de plusieurs sujets qui nous intéressent tous au plus haut niveau en ces moments incertains. Alors merci d'être avec nous, c'est une première pour nous et soyez indulgents, donc si jamais il y a des petits couacs, que ce soit technique ou pas technique. Alors c'est quoi Webcom.tv? Pourquoi un mag? Comme vous le voyez, c'est d'abord un plateau télé-interactif où l'on peut être connecté avec pas mal de monde. D'ailleurs, vous êtes des centaines à être connectés en ce moment dans les 4 coins du monde. À l'image de cette carte que vous voyez derrière moi, cette carte mondiale avec des petites lumières qui clignotent, nous avons énormément de connexions de la France, de la Suisse. J'ai promis un petit coucou à notre ami Chris en Suisse. Bon voilà, ça c'est fait. Beaucoup de monde du Maroc et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Nos amis en Algérie, en Tunisie, en Belgique également. Je fais un coucou à Bernadette, à qui j'ai promis un petit coucou. Eh bien, au Canada, puisque figurez-vous qu'on a des gens qui se sont levés à 4 heures du matin au Canada pour nous suivre. Et je fais un coucou à ma cousine qui est dans un état que je ne sais jamais prononcer, qui s'appelle, je crois, le Nouveau-Brunswick. En tout cas, tout ce que je sais que c'est l'état de Blake-le-Rock. Pour ceux qui ont connu les bandes dessinées à mon âge, les jeunes, ne cherchez pas, c'est très loin, tout ça. Alors, je fais un coucou à tous nos amis à Rabat, à Marrakech, à Casablanca. Je sais que vous êtes tous nombreux derrière votre écran à nous suivre et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi est-ce que vous êtes tous là. Bien évidemment, on a des gens de partout. Figurez-vous que nous avons même 10 connexions, une douzaine de connexions aux États-Unis, une connexion en Australie. Vous imaginez l'Australie? Je ne sais même pas, avec le décalage horaire, s'ils sont avec nous, s'ils sont aujourd'hui, s'ils sont hier, s'ils vont être avec nous demain, aucune idée. Alors, permettez-moi, je vais leur faire quand même un petit coucou. Hi everyone, you who are in America, Australia. It's amazing to be connected together. Thanks for being with us. Alors, comme vous le voyez, donc, je vais remercier aussi nos amis dans toute l'Europe, en Espagne, enfin j'en passe. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire que déjà, à ce moment précis, nous avons tous, ensemble, réussi un exploit. C'est quoi cet exploit? C'est que nous avons réussi à briser les frontières à un moment où elles sont toutes fermées, où elles sont étanches, et en tout cas, elles sont difficiles à franchir. Donc, comme vous le voyez, pas besoin de prendre l'avion, pas besoin de faire votre test Covid pour qu'on soit ensemble. Donc, tout est simple. Et ça nous permet d'être connectés, de communiquer différemment. Donc c'est une autre forme de proximité que nous sommes en train d'explorer en ce moment même. Alors, on n'a pas fait ça du jour au lendemain, ça nous a pris quand même 6 mois de travail. Il y a toute une équipe derrière, il faut savoir que je ne suis pas seul, qu'il y a du monde. Eh bien, je vais vous présenter notre team tout de suite, très rapidement. Il faut savoir que derrière les manettes, vous avez Jean-Marc Méloni, qui est le patron d'Igloo Prod. Pour la diffusion multiplateforme, il y a Julien. Marine, qui est notre assistante régie, est là également. Voilà. Ludovic, qui est notre planeur stratégique et qui va commenter le sondage, justement, auquel vous avez participé, sera avec moi sur ce plateau. Clémentine et Sonia, que vous voyez sur les réseaux sociaux, vont s'occuper de vos questions. Théo, notre infographiste, Fanny qui s'est chargée des animations. Enfin, comme vous voyez, c'est toute une équipe qui est derrière cet événement qui est très important pour nous. Alors, c'est une émission spéciale aujourd'hui, pour 2 raisons. Parce que d'abord, c'est une première. C'est une première pour nous. Alors, c'est pour ça que je vous demande votre indulgence. Et puis, c'est une émission spéciale parce que elle est dédiée à la mémoire du professeur Najib El Walidi, donc qui
qui est mon jeune frangin, qui nous a quittés il y a une vingtaine de jours. Alors Najib, il faut savoir qu'il y a tes proches, tes amis, tes collègues, tes étudiants qui sont connectés en ce moment même avec nous sur ce plateau. Donc merci à tous d'être là pour honorer sa mémoire. Et puis Najib, si tu nous vois, ben voilà, on l'a fait. Donc tous ensemble, on te fait un gros bec, comme disent nos amis canadiens. Alors, quelle est l'utilité de ce plateau? Eh bien, l'idée, c'est de porter un nouveau regard sur l'audiovisuel. C'est combiner des solutions vidéo digitales et un nouveau regard, parce que jusque-là, on savait qu'on pouvait être physiquement présent un peu partout, et donc on ne faisait pas attention à la manière dont on pouvait présenter, diffuser une vidéo, etc. Aujourd'hui, on doit intégrer cet élément de distanciation. Et nous avons réfléchi à toutes les solutions possibles et imaginables qui permettent de transformer ce que nous faisions de manière physique entre nous avec de la distance, de la vidéo, de la connexion digitale, toutes ces plateformes de visioconférence, etc. Exemple concret, sachez qu'à partir de ce plateau, par exemple, nous pouvons animer des ateliers de réflexion, de co-design, avec des salles virtuelles sécurisées où vous avez des équipes projets qui vont travailler entre eux. Et bien évidemment, vous pouvez avoir un animateur dans une salle globale où tout le monde se rassemble pour continuer à travailler sur cet atelier. Alors, il y a des règles à respecter. On ne peut pas être physiquement très actif quand on est à distance de manière virtuelle ou assis devant son ordinateur. Mais tout cela, nous l'avons étudié, de manière à ce qu'on puisse continuer à réaliser toutes les actions professionnelles que nous avons l'habitude de réaliser. Alors, pourquoi un MAG? Eh bien, d'abord, c'est pour vous présenter les nouvelles possibilités multimédia. Donc, vous voyez ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui. On peut dire que la télé, quelque part, s'est démocratisée. Au XVIIe siècle, 1650, c'était l'imprimerie. Il a fallu un siècle pour que les gens utilisent les prints et que ça se démocratise. Eh bien, pour la télé, c'est pareil. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles technologies qui nous permettent tous de communiquer avec des médias qui étaient inaccessibles à une époque. Alors, c'est aussi pour partager avec vous des avis d'experts qui vont être avec nous sur ce plateau, sur l'actualité. C'est un rendez-vous bimestriel pour refaire le monde ensemble. Et tous les 2 mois, nous aurons un point de cadrage pour cultiver votre management agile. Alors, quels sont nos invités pour ce premier MAG? Eh bien, d'abord, nous allons voir Philippe Bloch qui va nous expliquer ce qu'il nous raconte dans son livre « Ce sera mieux après, sauf si on est trop con ». Nous aurons Pascaline Mianet qui est la fondatrice d'Oblique Architecte qui va nous parler des espaces personnels et professionnels. Quel regard on va porter sur nos espaces, l'aménagement des espaces. Le président de la French Tech Hauts-de-France, M. Monji Zidi, qui va nous raconter quels sont les nouveaux défis du digital qui se profilent. Et puis enfin, j'aurai sur ce plateau Bruno Akou, pour fédérer des dynamiques collectives. Il a créé un écosystème qui s'appelle Oupi. Voilà, donc je vais dire à tout le monde, donc ici, de faire un petit Oupi à tout le monde. Alors, à 1, 2, 3, tous ensemble. Oupi! Voilà, vous les avez entendus. Eh bien, ce sera le lancement de notre MAG. Alors, quand vous vous êtes inscrit, vous avez déjà posé quelques questions que nous avons essayé de structurer de manière à les poser à nos invités. Vous pouvez encore poser vos questions, réagir, nous proposer des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on échange ensemble. Et bien évidemment, comme vous êtes nombreux, il est fort probable que l'on ne réponde pas à toutes les questions. Mais sachez qu'on tiendra compte de toutes vos réactions, que ce soit pour ce MAG ou pour le prochain MAG que nous aurons dans 2 mois ou les autres prochains MAG. Alors, on vous a posé une question, notamment lors de votre inscription, sur ce que vous ressentez par rapport à cette crise du Covid.
Alors, quel est le résultat du sondage? Avec moi, donc on va voir Ludovic pour présenter ce résultat-là. Ludovic, bonjour. Bonjour Habib. Voilà, vous êtes planeur stratégique. C'est à vous qu'on s'adresse, notamment pour la conception, rédaction, structuration de contenu, analyse. Et merci d'être avec nous pour être notre chroniqueur aujourd'hui sur différents sujets, notamment pour analyser dans un premier temps les résultats de notre sondage. Alors, dans ce sondage, je vais demander à la régie de présenter tout de suite le résultat. On vous a posé une question, voilà. Comment est-ce que vous considérez cette crise sanitaire? Alors, comme vous voyez Ludovic, regardez, on a une espèce de gâteau qui est divisé en 4 parties. Est-ce que vous pouvez nous commenter ces chiffres? Oui, alors, ce que l'on peut retenir effectivement là ce matin, nous rassemblons finalement un cercle de penseurs et d'acteurs positifs, de ceux qui ont déjà basculé dans la positive attitude, hein, comme on disait à un moment. Et c'est important puisque si on s'autorise à rassembler ceux qui ont coché, c'est une opportunité pour l'humanité, c'est une crise comme les autres et les sans-avis, on arrive à 80% de ceux qui nous regardent qui sont déjà disposés à faire et à faire face surtout. Et c'est ça qui est important aujourd'hui à retenir. Bien évidemment, les 19% qui qualifient encore la période de catastrophe mondiale ne se trompent pas, naturellement, mais n'ont peut-être pas encore engagé le cheminement vers la résiliation, vers la restructuration, ce fameux apprendre à vivre avec. Voilà ce qu'on peut retenir de ceux qui nous suivent ce matin. Alors, ce que je vois, c'est qu'on a quand même 40%, il y a un chiffre quand même plus important que les autres, 40% de personnes qui disent que c'est une opportunité pour l'humanité. C'est ceux qui sont déjà dans le faire, probablement, ceux qui ont déjà engagé des démarches, effectivement, pour mieux vivre et accepter effectivement la situation telle qu'elle s'impose à nous, puisque on le reverra à d'autres moments dans l'émission, mais force est de constater que de toute façon, il faut apprendre à vivre avec et qu'on en a encore pour un moment. Et donc, le vrai sujet aujourd'hui est de trouver les nouvelles réponses et les bonnes réponses. Très bien. Alors justement, donc, grosso modo, ce qu'on peut retenir, c'est que quand même, sur les résultats de ce sondage, où on a eu à peu près 300 réponses, vous avez été 300 à y répondre, 80% de personnes ont été plutôt positives, vivent avec cette crise, 81% exactement, et 19% où il y a encore un sentiment anxiogène par rapport à cette crise. Alors, ce que nous espérons tous, c'est réduire ce taux de 19%, vous rendre tous plus ou moins, si ce n'est positif, tout au moins avoir un esprit de résilience. Et je crois que les interventions de tous nos intervenants, nos invités aujourd'hui, peuvent vous aider à avoir cet esprit et à vous rassurer, tout simplement. Donc voilà, alors justement, on a voulu, Ludovic, en savoir un petit peu plus, on a mené... je pense, une analyse sur les émotions que cette crise sanitaire a générées. On connaît la courbe du deuil, le schéma, alors je ne sais plus, donc le déni, la colère, etc. Et je voulais savoir si vous avez fait, je vois sur l'écran, vous avez fait une espèce de parallèle entre le cycle du deuil et le cycle du Covid. Oui, alors c'est une comparaison délicate, bien évidemment, et il me semble important, avant de rentrer dans une analyse de ces graphiques qui ne sont que des interprétations, d'essayer d'identifier la perte, puisqu'on parle de deuil. Et ce que l'on a perdu finalement, sans doute, c'est une part d'insouciance et de détachement par rapport à la préservation de notre santé, puisqu'aujourd'hui, la vérité, c'est que cette préservation de notre santé nous saute à la figure, elle nous est rappelée en permanence, alors bien évidemment au travers le masque, mais c'est bien ça, c'est qu'à un moment donné, on avait oublié que nous pouvions être vulnérables. Et c'est bien ça, c'est à partir de ce moment-là où on peut se permettre de comparer effectivement les deux courbes, hein, vous l'aurez compris. Alors le premier constat, c'est que d'abord, dans le cycle du Covid, il y a beaucoup plus d'émotions que dans le cycle du deuil. On verra qu'il y a des émotions qui n'en sont peut-être pas tout à fait. Le choc du deuil est remplacé par la surprise, la déroute et l'instinct de survie. Alors, la déroute, elle est liée sans doute à cette période où on a regardé tout ça de très loin, où on s'est dit qu'effectivement, ça ne pouvait plus nous arriver, hein, bien évidemment, on n'était plus habitué à être vulnérable, encore une fois, ce mot qui revient. L'empathie, elle s'est exprimée très fortement, puisque d'abord auprès des personnes qui
en ont été malheureusement victimes et en sont encore aujourd'hui malheureusement victimes, mais aussi auprès des personnels soignants, on l'a bien vu, et de toutes celles et ceux qui nous ont permis de survivre pendant cette fameuse période de confinement. Et on s'est aperçu effectivement que les caissières, les caissiers devenaient tout d'un coup des super-héros. Voilà. Et donc c'est cette empathie qui a pris le pas sur beaucoup d'émotions. Et est apparu dans les différentes interprétations qui ont été faites du cycle du Covid, le digital. Alors, est-ce que le digital est une émotion ? Il faudrait sans doute plusieurs émissions pour répondre à cette question-là. Ceci étant dit, on est tous d'accord sur le fait qu'on a essayé de compenser. On a cru un instant qu'au travers d'un écran interposé, on allait remplacer la relation humaine. Force est de constater que ça ne suffit pas et qu'aujourd'hui, dans nombre d'entreprises, on en parlait encore tout à l'heure, là, juste avant de démarrer, dans nombre d'entreprises se pose la question du parfait équilibre entre le présentiel et le distanciel, l'un ne pouvant jamais remplacer totalement l'autre, et c'est vraiment la combinaison entre les deux approches qui fera la différence. Alors là pardon, Ludovic, on est tenu par le temps, je suis désolé. J'en arrive à la fin. Voilà, alors il y a justement un slide, je pense, qui est intéressant, donc vous avez tenu, alors pour la petite histoire, dans la régie, ils m'ont dit, pourquoi on va mettre un slide avec 2 mots comme ça? Alors, je crois que ça a son importance pour vous. C'est effectivement très important puisque force est de constater qu'aujourd'hui, la seule manière de s'en sortir, c'est de basculer et il faut que ce cercle prenne de plus en plus de place. Et ça rejoint le sondage de tout à l'heure, dans la résilience et dans la restructuration. Et la restructuration, je voudrais juste être précis sur chaque mot, c'est ce moment où toute personne prend conscience qu'elle est en train de se réorganiser pour répondre aux obligations liées à toute vie en société. Et je pense que le point aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est ça l'enjeu, c'est véritablement que chacun puisse basculer dans la phase de reconstruction et pour faire que le sentiment de vulnérabilité, effectivement, laisse place à une nouvelle énergie. Et ici, c'en est une démonstration et encore merci de l'initiative. Alors, très rapidement, donc, parce que là, on est pris par le temps, est-ce qu'on a une question pour Ludovic ? Alors, je m'adresse à Clémentine, donc, qui est avec l'équipe du Community Manager. Clémentine. Oui, que la Covid Que la Covid a imposé des formes de retranchement. Selon vous, quels réflexes, gestes, formes de communication, de comportement pour réapprendre à utiliser, pour réapprendre à se sociabiliser? Alors, j'en profite parce que j'ai une autre question, Ludovic, qui va dans le même sens. C'est quelqu'un qui nous demande quel est l'impact psychologique de la distanciation, surtout chez les personnes âgées. Donc, en fait, la question de M. Stotti, c'est est-ce qu'il y a d'autres formes de communication qu'on doit inventer maintenant qu'on a cette distance, on ne peut plus se toucher. Comment est-ce qu'on peut communiquer et surtout se sociabiliser différemment? D'accord. Alors, en premier lieu, je voudrais m'intéresser au terme de retranchement qui a été utilisé, peut-être opposé, ou en tout cas plutôt retenir celui d'introspection, parce que dans cette période, il nous est sans doute tous arrivé de rencontrer notamment des responsables, des chefs d'entreprise qui en ont profité aussi pour faire un vrai travail d'introspection qui donne lieu aujourd'hui à la naissance de nouvelles dynamiques, de nouvelles énergies justement. Et ce à quoi nous sommes invités, c'est simplement la possibilité de réapprendre le contact finalement, développer de nouvelles formes et de nouvelles manières de dire, avec les yeux plutôt, avec des intonations, avec des mots mieux choisis sans doute, avec davantage de nuances, de subtilité et de justesse. Finalement, nous avons la possibilité de redéfinir la proximité qu'on a réellement envie d'établir et de développer notre sensibilité à l'autre. Et peut-être que cette sensibilité à l'autre, ce sera ma seule réponse aujourd'hui sur la question effectivement de la distanciation vis-à-vis des personnes âgées. Mais on sait que c'est un sujet extrêmement compliqué où il faut laisser le temps au temps aussi et les bonnes pratiques de s'installer. Je pense qu'on ne peut rien imaginer comme solution miracle. Eh bien, c'est parfait. Regardez, j'apprends à vous parler avec les yeux. Je ne sais pas ce que vous voyez dans mes yeux, mais en tout cas, je vais vous dire une chose, c'est que là, on va voir encore quelqu'un. Merci en tout cas, Ludovic, merci pour toutes ces analyses. On va voir quelqu'un qui va nous parler de tout ça, mais avec ses propres mots. Eh bien, c'est monsieur Philippe Bloch, qui est l'auteur du livre « Ce sera mieux après, sauf si on est trop con ». Et donc, sachez que c'est un journaliste chez BFM Business, c'est un entrepreneur, et il n'a pas pu être avec nous sur ce plateau. Il était également pris sur un autre plateau télé. Eh bien, on a quand même enregistré l'entretien qu'on a eu avec lui. Et je vous invite vraiment à savourer chaque mot de ce qu'il va nous raconter. C'est extraordinaire. Voici Philippe Bloch.
Bonjour Philippe Bloch, vous êtes entrepreneur, conférencier, journaliste, animateur télé et auteur à succès. Alors vous avez mis à profit la période de confinement pour écrire votre dernier ouvrage, Ce sera mieux demain, sauf si on est trop con. Alors ce titre résume bien votre pensée, votre caractère de résilient. Mais finalement, comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette conclusion ? Alors, à la conclusion, je ne sais pas. À écrire le livre, je m'en souviens très bien. En fait, ça s'est tout à fait clairement passé une semaine après, en fait, le début du confinement. Cette décision absolument historique d'un président de la République qui décide de rendre la France disciplinée en 24 heures, ce qui ne s'était absolument jamais vu. C'est-à-dire qu'on est fasciné d'ailleurs par cette discipline dont nous avons fait preuve, dont il faut quand même rappeler que ce n'est pas qu'on a été discipliné et qu'on est devenu des Japonais en 24 heures, c'est juste qu'on a eu les jetons, qu'on a eu extrêmement peur de ce qui est en train de se passer et que la peur en ce moment est probablement ce qui mène le monde. Et comme tout le monde, j'ai été confiné, j'ai dû me déplacer en fait dans le sud de la France et au bout de quelques jours de Netflix, je me suis dit que peut-être que ce n'était pas la seule chose qui pouvait sortir de bien de ce confinement, de rattraper mon retard sur des séries américaines. Et j'ai commencé à réfléchir un peu. Du coup, j'ai tout de suite compris, en fait, de manière extrêmement intuitive, en fait, une chose que je n'arrête pas de répéter finalement depuis quelques semaines, c'est que contrairement à ce que nous pensions tous, c'est-à-dire qu'on pensait que le 21e siècle avait démarré il y a 20 ans, pas du tout en fait. Il a démarré il y a quelques mois, à mon avis, à Wuhan, en Chine, dans une ville dont personne ne connaissait le nom avant que nous le découvrions par ce virus terrible, issu de je ne sais pas quoi, un pangolin, une chauve-souris, etc. Et en fait, pour nous, Français, le 21e siècle a démarré le 15 mars 2020. Je dis ça parce que j'entendais récemment un philosophe dire que c'est presque... Même si ce n'est pas vraiment une guerre, pourtant le virus a quand même fait 1 million de morts déjà, mais un philosophe disait c'est notre deuxième guerre mondiale à nous, en ce sens que c'était le véritable tournant du siècle précédent. Et je pense sincèrement que c'est un peu ce qui est en train de se passer. Ce siècle, c'est vrai que les Américains décrivent depuis quelques années comme celui du VUCA, qui est celui de la volatilité, de l'incertitude, de la complexité, de l'ambiguïté. C'est clairement l'environnement dans lequel nous sommes. En cette rentrée, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais on vit clairement à l'ère essentiellement de l'incertitude et de l'anxiété, du manque total de visibilité sur notre avenir. On vit un siècle en fait sans boussole. Je relisais récemment un texte intéressant de Hervé Serriex, qui est un garçon que vous avez peut-être connu, mais qui faisait beaucoup de conférences il y a quelques années, et il décrivait ce siècle sans boussole comme étant le siècle où on a perdu la maîtrise du réel avec l'irruption du virtuel. On a perdu en fait la maîtrise du local avec l'omnipotence du mondial et ses effets papillons. Lorsque le confinement a été déclaré, je me souviens avoir fait un post sur LinkedIn que j'ai intitulé « Effet papillon, effet domino » en référence à ce vol de chauve-souris qui est en train de bouleverser l'ensemble de la planète, de nos habitudes de consommation, de vie, nos démocraties, etc. Et effet papillon, effet domino, parce que tout est en train d'être réinventé, d'être repensé. Donc on a vraiment maîtrisé ça parce que le mondial a pris le pas sur le local. On a perdu la maîtrise du temps long avec le poids croissant de l'immédiat, cette pression permanente des réseaux sociaux, des informations, des chaînes télé d'infos, etc. On a perçu le sens du collectif avec la permanence du chacun pour soi et la maîtrise du sens avec le brouillard et l'incertitude ambiante. Ce qui est intéressant, c'est que dès le début, les gens parlaient de crise. Alors c'est vrai qu'il y a une crise sanitaire, il y a maintenant une crise économique, probablement une crise sociale dans pas très longtemps, mais je pense que ce n'est pas une crise du tout parce que quand on dit crise, on pense que tout peut et doit revenir à la normale lorsqu'elle est terminée. Et dans le bouquin, je cite en fait un philosophe qui explique que le mot catastrophe vient du grec strépho, qui veut dire tourner, ce qui veut dire en fait qui empêche tout retour en arrière. Et je pense que c'est vraiment ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on ne s'en aperçoit pas forcément, et c'est la raison pour laquelle je me suis mis à écrire ce livre de manière un peu frénétique, parce que je l'ai écrit en 3 mois, 2 mois et demi d'ailleurs, il est sorti, il a été quasiment écrit fin mai, et j'ai fait en sorte de le publier début juillet. Parce que mon impression, c'est que c'est rarissime que le monde s'arrête, que 3 milliards d'individus vivent ce qu'on a vécu. C'est-à-dire, on a marqué une pause. Et cette crise, qui est aussi un peu une crise de la vitesse et de la mobilité, on a arrêté de bouger, on a arrêté de courir, et on a commencé un peu à réfléchir, en tout cas la plupart d'entre nous, et à repenser vers quoi on voulait orienter nos vies, quel sens on voulait donner à nos existences, quel sens on voulait donner au travail, à notre consommation, aux médias, à la démocratie, à la mondialisation, à la politique, etc. Et quelque part, on s'est dit, quelques mois après, rappelez-vous, quand on a enfin pu sortir à nouveau, autrement qu'avec notre laissez-passer à 135 € si jamais on usurpait les règles, on dépassait les règles, on était heureux de retrouver des plages, des cafés, des bières, etc. Et moi, j'avais peur qu'on oublie en fait tout ce qui nous est passé dans la tête pendant toute cette période de confinement, en fait, et qui est pour moi important parce que ce serait très, très, très dommage qu'on oublie.
Et je termine juste en disant qu'en dessous de nous, en ce moment, il y a des plaques tectoniques qui bougent, un peu comme celles qui créent les tremblements de terre quand elles se recouvrent. Et je pense sincèrement que ce serait dommage de les ignorer parce qu'elles vont absolument tout modifier. Alors justement, il y a 4 mois que vous avez écrit cet ouvrage. Quel regard vous avez aujourd'hui sur notre société? Est-ce que nous sommes vraiment trop cons ou est-ce que vous percevez un zeste d'intelligence dans le comportement face à cette crise? Alors, on m'a un peu reproché ce sous-titre, sauf si on est trop con, qui était clairement un peu audacieux, mais je pense qu'il était réaliste parce que je pense qu'il y avait quand même un vrai risque que tout ce que nous avons détruit, les jobs, l'économie, les vies humaines, le soit pour rien si on ne tire aucune leçon de ce qui s'est passé sur tous les plans, qui nous invitent à réfléchir et à décider collectivement et personnellement comment on peut gérer les années qui viennent. Aujourd'hui, rien n'est acquis. Tout est possible, le pire est le meilleur. Et je pense que notre mindset, notre état d'esprit va faire une immense différence entre à la fois la renaissance ou la catastrophe que j'évoquais tout à l'heure. C'est en ce moment en France, c'est drôle parce que j'avais cette intuition, elle a été confirmée par un sondage récemment que vous avez peut-être vu, c'est que je me suis dit en France, en ce moment, il y a trois catégories d'individus et de Français. Il y a les hypersécuritaires qui pètent de trouille, pour lesquels rien ne sera jamais assez sécuritaire. C'est le gars qui met son masque dans la voiture alors qu'il est tout seul, qui couche tout seul avec son masque même s'il n'a jamais couché avec personne dans son plumard. Il y a ensuite les gens qui sont un peu comme moi, je dois l'avouer, qui disent attention les gars, on est en train de mourir de peur, dans un pays déjà qui oublie qu'en anglais prendre un risque c'est take a chance. Si on commence à avoir peur de tout dans le pays qui a inventé le principe de précaution, qu'il a inscrit dans sa constitution en 2005, si on commence à éliminer toute forme de risque alors que c'est par l'audace, l'innovation et la capacité de driver la France. Et puis il y a une dernière partie des Français, autour de 25%, qui disent c'est vrai que tout ça est emmerdant mais il faut faire le dos rond et attendre. Ma crainte c'est que cette crise, appelons-la quand même une crise, cette catastrophe, elle a accentué globalement 3 choses. Parce qu'elle a accentué des tendances qui étaient déjà à l'œuvre. La digitalisation de nos vies, à l'évidence. Et le digital qui nous a sauvés pendant le confinement et qui va nous sauver après. Et il pose un problème, c'est que parfois il manque d'humanité, ce digital. Alors qu'on s'aperçoit qu'au contraire, les soft skills, l'ensemble des qualités humaines, de la bienveillance, du souci de l'autre, de l'empathie. Donc globalement, accélération du digital, accélération de l'importance de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. Intéressant parce que ce n'est pas une crise écologique qu'on est en train de vivre et pour autant, tout revient sur la prochaine grande crise qui est celle de la planète. Et puis surtout, beaucoup plus inquiétant en ce moment à mon avis, c'est que cette distanciation qui est en train de s'installer entre les gens, on dit sociale en plus, c'est terrible la distanciation sociale, on aurait pu l'appeler physique, ça aurait été un peu moins grave, elle est en train de nous éloigner les uns des autres et de faire que les gens se replient sur leur sphère privée, sur leur maison, leur sécurité, leur santé, ma famille, et on s'éloigne un petit peu des autres. Le télétravail nous en éloigne aussi, etc. Là-dessus, j'y vois un grand risque. Et en cette rentrée, aujourd'hui, tout est possible, y compris finalement qu'on continue à s'éloigner avec beaucoup de ressentiment des gens qui vivent de manière plus ou moins privilégiée ces épisodes difficiles. Quand on était condamné à travailler chez nous avec 12 enfants, 2 PC pour tout le monde dans 20 mètres carrés, versus ceux qui étaient dans une maison en Noirmoutier, pour reprendre cet exemple maintenant connu. Il y a une France un peu archipélisée qui était déjà un peu en train de s'éloigner selon la catégorie de Français. Cette partie-là m'inquiète et ce n'est pas encore gagné, il faut qu'on y soit très vigilant. Alors c'est intéressant parce que en fait vous avez pris du recul par rapport à ce contexte qui est finalement inédit pour tous. Et donc comme vous avez pris quand même ce recul-là, quelles sont les recommandations que vous pourriez faire aujourd'hui aux différents acteurs économiques, sociaux, pour faire face quand même à ce contexte qu'on n'a jamais connu auparavant? Avant tout, croire en l'avenir, avoir envie. C'est un vrai sujet. Vous savez, il y a un chapitre du bouquin, tout le bouquin est construit sur des oppositions entre 2 tendances, quelque chose versus quelque chose d'autre, qui ne sont pas forcément toujours opposées, mais qui chaque fois vont nécessiter des choix courageux et difficiles, parce qu'on n'aura jamais à la fois le meilleur de la mondialisation et de la relocalisation, on n'aura jamais le meilleur de tout, de la liberté, de nos vies privées, et en même temps de la protection contre le virus, si on doit partager de la data pour pouvoir nous protéger. Il va falloir qu'on fasse des choix. Et dans ce moment extrêmement difficile, où il va falloir être courageux, je pense que nous devons tous être des émetteurs de bonnes nouvelles. Nous devons être des émetteurs d'optimisme. Il y a 2 minutes est passée une émission de BFM Business, qui est mon émission. Je suis attaché à cette famille BFM Business, mais BFM TV aujourd'hui est anxiogène. Les chaînes info deviennent anxiogènes. Il faut qu'on s'en distancie un petit peu. Et surtout, un des chapitres du bouquin est autour de la notion de projet. Ennui versus projet. C'est-à-dire pendant le confinement, il y a des gens qui se sont ennuyés. Ce qui est terrible. Moi, jamais de ma vie, je me suis ennuyé une seule minute. Et pour moi, s'ennuyer, c'est le début de la vieillesse. C'est Jacques Séguéla qui dit « On devient vieux lorsque vos regrets prennent le pas sur vos rêves ». J'ai envie de donner comme clé de l'avenir cette envie d'avoir envie, cette capacité à générer des projets. C'est-à-dire que
on est chez nous, on est masqué, on est chez nous, on n'ose pas sortir, on ne va plus au restaurant, on travaille de chez nous. Enfin, là, en ce moment, on se communique avec des écrans. Habib, on s'est connu que finalement par téléphone interposé. C'est abominable. J'aimerais vous voir, j'aimerais vous toucher, j'aimerais vous parler, j'aimerais vos yeux qui brillent, non pas à travers des masques. Et bien, quand on a ça, il faut qu'on recrée des projets, il faut qu'on recrée en fait de l'envie d'avoir envie. Et vous savez, les gens sont inquiets, mais je pense que le job des leaders d'opinion, quels qu'ils soient entrepreneurs, leaders, dirigeants, managers, c'est de montrer qu'ils ont une vision, qu'ils connaissent la destination, même si le chemin importe peu. Parce que le chemin, pendant quelques temps, ça va être très chaud. Et même si je suis toujours un peu, moi, l'optimiste de service qui dit « Youpla boum, la vie est belle, ça va être sympa », non, les quelques mois qui viennent ne vont pas être sympas. Ils vont être difficiles. Je suis convaincu que d'ici, 1 à 2 ans, tout va se reconstruire sur des bases beaucoup plus saines dans beaucoup de domaines. Mais on va clairement passer par un moment difficile. Et je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur les plus forts d'entre nous, ceux qui sont capables justement d'être ces importateurs d'emmerdement et ces exportateurs d'envie, d'avenir et d'optimisme. Merci Philippe Bloch d'avoir été avec nous. Alors je vais vous dire une chose, vous ne m'avez pas touché physiquement, mais j'ai été très touché par vos propos. Merci de nous avoir éclairés. Je sais que vous avez dit à peine le 10e de ce qui est dans cet ouvrage et j'invite vraiment tout le monde à lire ce bouquin qui s'intitule « Ça ira ». Alors ce sera mieux après, c'est pas ça ira, ce sera mieux après, sauf si on est trop con. Donc c'est un livre qui est dans toutes les librairies et dans les plateformes e-commerce. Merci encore Philippe. On ne pouvait pas imaginer cette émission sans parler de votre livre. Alors vous avez parlé de plusieurs cas de résilience. Il y a un cas qui est important, vous savez, on s'est posé la question discrètement en se disant est-ce que le monde de la santé, quelque part, comment ça se passe? Est-ce que les pharmaciens, est-ce qu'ils ont tiré profit de cette crise? Eh bien, non. Il faut savoir qu'ils sont aussi impactés que les autres parce que pendant qu'ils s'occupent d'être les distributeurs exclusifs de tout ce qui tourne autour de ce Covid, ils ne traitent pas les autres pathologies. Et prenez un exemple, il y a une grande pharmacie parisienne qui fait en moyenne 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, elle n'en fera que 2 ou 3. Alors, comment les pharmaciens vont réagir quand même pour tenir le coup, pour s'en sortir économiquement? Peut-être qu'eux aussi, ils doivent se réinventer. Eh bien, nous avons l'expérience du docteur Zuhair Bishra, qui est également le président de Philia Foundation, qui a fait énormément en Afrique, qui a sauvé des tas de vies en Afrique, mais qui, dans cette activité, s'est arrêté malheureusement à cause de ce problème d'étanchéité entre les frontières, mais qui s'est occupé de la pharmacie qu'il tient dans la région parisienne. Eh bien, regardez ce qu'il a fait pour rebondir et pour réutiliser l'espace de sa pharmacie. Alors devant cette crise, il ne faut pas rester juste passif et attentif. Il a fallu qu'on réagisse et réagir vite. Parce qu'on a vu que les gens, la première chose, commençaient à avoir peur d'aller voir les médecins, de se déplacer en cabinet. Donc il a fallu développer ce qu'on appelle la télémédecine. Voyant ce créneau de la télémédecine, pour satisfaire nos patients, ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait des travaux, par exemple, dans mon officine, je ne suis pas le seul, beaucoup de pharmaciens, pour mettre une salle de télémédecine. Et donc maintenant, les patients qui viennent nous voir, qui ne peuvent pas aller voir leur médecin traitant ou autre, pour éviter qu'ils restent sans médicaments, on leur demande de monter, on leur prend des rendez-vous directement dans la pharmacie avec plus de 3000 médecins qui sont abonnés à ce site et ils peuvent avoir une consultation en direct avec un thermomètre, un tensiomètre. On n'a pas l'électrocardiogramme encore, ça devrait venir bientôt. Mais en tout cas, la consultation généraliste peut se faire pour éviter justement de retrouver d'ailleurs devant un désert médical, devant la problématique des rendez-vous. Ils peuvent avoir le rendez-vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui n'est pas des moindres, c'est que pendant toute la période du Covid, et même maintenant je continue à le faire, c'est qu'on a décidé de livrer nos patients âgés, en tout cas ceux qui, on disait, plus de 65 ans, pour éviter qu'ils soient en contact avec la population et de venir dans le commerce ou dans la pharmacie, d'aller les livrer chez eux. Donc ils nous appelaient, on a une ordonnance, j'allais chercher moi-même l'ordonnance, je revenais à la pharmacie, je préparais les médicaments et tous les soirs, on livrait une quinzaine, une vingtaine de personnes tous les soirs.
Merci au docteur Bichra de nous avoir accordé cet entretien également. Eh bien, on a vu effectivement que la digitalisation croissante touche tout le monde, y compris les pharmaciens. Mais comme vous l'avez vu, nous avons aussi une autre façon d'imaginer nos espaces, que ce soit les espaces professionnels ou les espaces personnels. Donc avec cette expérience de confinement, avec toutes ces contraintes qu'on a à l'extérieur finalement, est-ce qu'il n'y a pas un regard nouveau qu'on doit porter sur nos espaces? Est-ce qu'il n'y a pas un cocooning? Comment ça se passe dans les entreprises quand il y a du télétravail et que les bureaux sont désertés? Eh bien avec nous, pour traiter de ce sujet très intéressant, Pascaline Mianet, qui est la fondatrice d'Oblique Architecte. Pascaline, merci d'être avec nous donc, sur ce plateau pour cette première, pour nous parler des espaces à la fois personnels et professionnels. Alors, première question que j'ai envie de poser, est-ce que vous avez ressenti un impact de cette crise par rapport à ce que vous demandent vos clients, fait, par rapport aux espaces personnels ou professionnels? Merci de l'invitation. Donc oui, effectivement, on a ressenti un impact face aux demandes. Les gens se sont posés pendant le confinement. Ils ont pris le temps de réfléchir aux espaces qui les entouraient, aussi bien chez eux qu'en entreprise. Et donc c'est vrai qu'on a des demandes de réaménagement, d'extension et d'utilisation de l'extérieur. Être bien chez soi, c'est devenu quelque chose de très important. Absolument. Et alors, par exemple, qu'est-ce qu'il vous demande? En quoi est-ce qu'un architecte, est-ce qu'il y a un exemple, par exemple, en tant qu'architecte, que vous pouvez nous donner sur... parce que j'imagine il y a des gens qui ont des espaces très exigus, où ils veulent créer beaucoup de choses. Voilà, exactement. Donc, on a beaucoup de demandes sur le fait de cultiver donc les extérieurs, cultiver le jardin. La permaculture, les gens se tournent énormément sur le fait de cultiver, de prendre soin d'eux. Ah, ça, je confirme parce que je connais plein de monde dans la famille qui ont tous commencé à faire des potagers chez eux. Donc, je vous fais un petit coucou. Ouais. Donc, ils savent de qui je parle. Oui. Voilà, ils prennent soin d'eux. Donc, les gens ont envie de prendre soin d'eux à la fois dans les espaces qui les entourent, mais aussi dans ce qu'ils mangent et dans ce qu'ils peuvent produire chez eux. Donc, on a des demandes particulières, alors que ce soit en milieu urbain, donc très dense, ou à la campagne, évidemment, où c'est plus facile de positionner, par exemple, des serres. Et récemment, donc, on a eu quelqu'un qui voulait installer une serre avec plein de fonctions dedans. Donc, à l'agence, on fait aussi ce genre d'études. Donc, plein de fonctions, semis, culture, phyto-épuration, etc. Et une problématique de place s'est posée. Donc on a réfléchi et évidemment on a trouvé une solution optimisée, c'est-à-dire qu'on a utilisé le carport pour positionner une partie de la serre avec des éléments qui étaient de poids assez faible. Donc on trouve toujours des utilisations. Si j'ai bien compris, vous avez utilisé l'espace aérien, pas l'espace au sol. C'est-à-dire qu'on regarde non seulement l'espace au sol, mais aussi on regarde nous, en tant qu'architectes, en 3D. Donc on optimise complètement l'espace et la volumétrie. Donc là, c'est un exemple pour l'extérieur, mais on fait exactement la même chose à l'intérieur de l'habitation pour des extensions notamment. Alors, ouais. Est-ce que les demandes de vos clients, que ce soit pour la construction, que ce soit pour la rénovation, vous avez senti qu'ils sont différentes par rapport à avant? Est-ce qu'on a des demandes différentes? En quoi elles consistent exactement? Donc, les gens et les entreprises ont réfléchi réellement à l'utilité de leur espace. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans les entreprises notamment, on ne va plus penser les mètres carrés rentabilité, mais plutôt les mètres carrés bien-être au travail. Dans les entreprises notamment, on nous demande d'installer des espaces de convivialité, c'est-à-dire qu'avec le télétravail, la distanciation, les gens vont, quand ils seront à l'entreprise, vont avoir besoin de se rencontrer et d'avoir justement les espaces pour. C'est-à-dire que quand on vient à l'entreprise, ce sera pas uniquement pour travailler, mais aussi et bien sûr pour avoir des moments conviviaux. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les deux univers, quelque part, avec cette crise, sont en train de se mixer, se mélanger. C'est-à-dire que les gens qui sont chez eux dans leur domicile, ce domicile, ils vont
devoir y travailler aussi. Ça va devenir un lieu de travail quand on est dans le télétravail. Et quand on est dans les entreprises, peut-être, pourquoi pas, se dire, eh bien, on est aussi chez nous. C'est un peu ça la tendance. Ça. La tendance serait que, effectivement, à l'entreprise, on puisse offrir ce que les gens n'ont pas chez eux, par exemple dans les milieux urbains, avoir de l'espace quand on est dans des zones très denses, j'imagine dans les grandes agglomérations, les gens auraient besoin d'espace extérieur, de grandes pièces pour respirer. Donc l'entreprise devient un moment de respiration pour les gens qui arrivent à l'entreprise. Et puis à l'intérieur des maisons, des habitations, on se crée des sous-espaces de travail et c'est un peu la difficulté qu'on a aujourd'hui. Donc nous, on réfléchit beaucoup sur ce thème-là, c'est-à-dire que comment dans un espace existant recréer un espace agréable pour travailler et donc avoir ces deux fonctions à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire le travail et la vie familiale. Alors, on me fait signe de loin en me disant qu'il y a une question pour vous, Pascaline. Clémentine, allez-y. Oui, on a une question de Sandrine qui nous dit, donc pour ceux qui n'ont jamais prévu de travailler chez eux et qui vivent dans un appartement, où leur conseillez-vous de prévoir un espace pour le télétravail? Donc on a quand même, pour exemple, de la part de Sandrine, dans le salon, la cuisine, la chambre ou la salle à manger. D'accord. Question très précise. Hein. Alors, je dirais que tout comme l'habitation, il n'y a pas une réponse. On est chacun différent face au travail et face à la manière dont on utilise l'espace. Donc, il faut d'abord, dans un premier temps, analyser comment on travaille. La deuxième chose, donc ça c'est pour faire quelque chose de très particulier et très personnalisé. La deuxième chose qui est plus générale, c'est de bien séparer les moments de travail des moments de vie familiale. Donc pour moi, on doit pouvoir cacher, ranger et puis mettre de côté le matériel de travail quand on est en train de vivre sa vie familiale. Et pour cela, pourquoi pas, il y a plein de solutions. Hein. Si on travaille qu'avec un petit ordinateur, pourquoi pas s'installer dans la cuisine, mais pouvoir prévoir un tiroir pour ranger l'ordinateur. Et si on a besoin de plus d'intimité, pourquoi pas décloisonner, recloisonner, créer en tout cas des sous-espaces qui permettent de bien faire le distinguo entre ce travail à la maison et la vie à la maison. Alors, vous avez bien compris, il ne faut pas mettre votre ordinateur à côté de la friteuse, donc ne coupez pas les patates sur votre clavier, donc à éviter. Merci Pascaline pour ces éclaircissements. Pour permettre, en tout cas merci d'avoir été avec nous, pour permettre à notre prochain invité donc, de s'installer au plateau avec moi, eh bien, je vais demander à la régie de nous passer une diapo sur une analyse qu'on a faite au sein de Kayak Communication. Voilà, alors cette diapo, elle présente la manière dont les médias ont été utilisés ou sont utiles ou pas utiles dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Alors, tout ce que vous voyez dans le bleu, eh bien, c'est ce qui a fonctionné. Et ce qu'on voit en rouge, c'est ce qui a un petit peu moins fonctionné. Alors, bien évidemment, comme vous voyez donc, sur la barre latérale, on parle du digital, non digital. En haut, c'est le top et les tops et les flops en bas. Alors, les réseaux sociaux, les sites marchands, les webinars, les livres numériques, les vidéos, la télé, la VOD, tout ça, bien évidemment, vous l'avez utilisé à fond pendant le confinement et vous continuez à l'utiliser. Mais on n'a pas que le digital, on a les livres print. Les gens ont commencé à lire des bouquins, ce qui nous amène à dire qu'il y a peut-être un avenir pour le publipostage qu'on a enterré. Vous savez, toutes ces brochures imprimées, on s'est dit c'est la fin de l'imprimerie. Eh bien non, puisqu'on peut envoyer par poste des documents, et c'est-à-dire qu'on peut encore communiquer à distance, comme à l'ancienne. Donc il y a certainement un retour à ce type de support. Un livre, puisque les gens maintenant prennent le temps de lire, on peut imaginer le storytelling d'une marque, d'un produit. C'est une manière aussi de promouvoir une marque. Ce qui, bien évidemment, n'a pas fonctionné, ce sont les meetings que vous voyez là tout en bas à gauche, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se rassembler. Voilà, donc il n'y a plus de foule que l'on peut rassembler autour d'un événement. L'affichage
Ça fonctionnait un peu et bien sûr moins peut-être avec moins d'impact lorsque les rues sont vides et lorsqu'on est confiné. Mais il y a des contrats qui étaient signés et les compagnies effectivement devaient maintenir les campagnes d'affichage qui étaient là. Alors un petit mot sur l'emailing et surtout sur l'automation marketing. C'est quoi l'automation marketing? Vous savez, c'est tous ces emails que vous recevez et qui reviennent et qui en fait ne sont générés que par un logiciel ou un robot qui vous les renvoie en disant je vous ai fait une proposition la semaine dernière, est-ce que vous ne m'avez pas répondu, est-ce que vous me répondez maintenant, etc. Donc sachez que ça c'est quelque chose qui commence à moins fonctionner parce que on se rend bien compte que ce n'est pas très humain, que c'est les mêmes textes d'ailleurs qui sont repris et c'est l'erreur que commettent sûrement, en tout cas les annonceurs qui s'occupent de ça. Et puis un autre mot sur le phoning. J'imagine tous que vous avez reçu ou vous recevez des coups de fil pour qu'on essaye de vous vendre à la fois des services, des produits. Eh bien, sachez que selon une étude qui a été faite récemment, eh bien aujourd'hui, les gens n'aiment pas être agressés par le téléphone. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre leur destin en main, que ce soit eux qui prennent l'initiative de choisir leurs produits, c'est à eux de téléphoner, d'appeler, etc. Mais quand on les appelle, eh bien, ils n'aiment pas trop. Donc, ce n'est pas la peine de trop insister, ou en tout cas, il faudra étudier ça d'une manière différente. Alors, ça me donne une belle transition, puisque comme vous l'avez vu sur les médias, le digital est très important, a été très important sur cette période, en tout cas, ça continue à l'être. Et avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir M. Monji Zidi, qui est le président de la French Tech Hauts-de-France. Alors, je voudrais rappeler quand même que M. Zidi, c'est l'un des pionniers, en tout cas du digital, dans les Hauts-de-France, au nord de la France, puisque je me rappelle très bien, c'est dans les années 90, avec les deux compères, les deux Éric Rufflard et Éric Delot. Vous avez été les premiers à installer des bornes interactives et ça, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est fou, donc c'était fou en tout cas dans les années 90. Vous avez numérisé, et c'est pas rien, toute la médiathèque du Vatican. C'est un gros dossier qui a été fait par votre groupe Archimède, qui compte plusieurs entreprises, dont la société Neoledge, aujourd'hui qu'on trouve également en Tunisie. Neoledge, que je rappelle, qui vient d'avoir un prix Microsoft, notamment sur la GED, la gestion électronique de documents, et Neoledge qui a été retenu pour digitaliser la présidence et tous les ministères de la Tunisie. C'est-à-dire que derrière tout ce qui est digital, vous avez Monji Zidi. Et puis, dernier point, je viens d'apprendre quelque chose, c'est que pendant le confinement, la ville de Paris a distribué, je ne sais pas si vous le savez, plein de livres à des jeunes, à des adultes. Elle a distribué énormément de bouquins pour que les gens puissent lire chez eux. Eh bien, sachez que derrière cette opération, il y avait encore M. Zidi, puisque c'est le groupe Archimède qui s'est chargé de la gestion numérique de toute cette diffusion. Merci en tout cas d'être avec nous. Et ma première question, c'est quel impact de cette crise avec le digital? Quel est votre regard sur cette crise par rapport à la partie digitale? Je rappelle juste, mine de rien, je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure, vous voyez un petit filet ici. En fait, c'est juste une plaque pour la sécurité Covid, et donc c'est important. Donc ce n'est pas un défaut sur vos télés, donc jouez pas avec la télécommande. Alors, Monsieur Zidi, dites-moi. Merci Habib. Voilà, effectivement, aujourd'hui, on peut avoir différents regards de cette pandémie. Le digital, effectivement, une fois on s'est posé la question, si on a eu cette pandémie pendant les années 80, à mon avis, ça aurait un résultat très catastrophique en absence des outils qu'on a aujourd'hui. Et effectivement, le digital a été un axe de proximité, un axe de transformer toutes ces crises aussi en opportunités et faciliter surtout, parce que le jour au lendemain, dès le vendredi, en 16 mars, il fallait demander aux collaborateurs de prendre leur portable et rentrer chez eux. Vous imaginez si on n'avait pas ces possibilités de technologie qui nous permettaient de garder le contact avec nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires. Effectivement, le digital a joué son rôle, totalement son rôle.
pour apaiser un petit peu pendant cette période un peu difficile qu'on a eue par surprise parce qu'on n'a pas du tout été préparés. Nos clients aussi, les collectivités, les grands ministères, vous imaginez, sans outils technologiques, ça aurait été très difficile de garder le contact et surtout assurer une continuité professionnelle. Et effectivement, aujourd'hui, on peut voir un regard un peu, positif de dire que grâce aux technologies, nous avons pu apporter quelques éléments. La difficulté et la crise, elle est là, on ne peut pas l'ignorer, mais les outils ont été au rendez-vous, ont été là pour vraiment rapprocher un monde où on a presque tout dématérialisé. Même nos réunions, même nos signatures des documents, des contrats et jusqu'au des parapheurs numériques. Aujourd'hui, l'accélération qu'on a pu avoir pendant cette période de pandémie par les nouvelles technologies nous ont donné presque 5, 7, 8 ans d'avance. Mais ce qui est intéressant, M. Zidi, c'est que vous avez, chez Archimède, dans le groupe et chez Neoledge, vous avez presque anticipé cette situation, puisque vous êtes à la base de la création, enfin vous avez travaillé très tôt sur les signatures électroniques, sur tout ce qui peut être numérisé et dans la communication digitale entre les entreprises, les acteurs économiques. Comme si vous aviez senti qu'un jour, la planète se serait arrêtée, qu'on n'aurait plus de contact. Bon, vous l'avez fait bien évidemment dans un autre esprit, mais ce qui est intéressant, c'est comme on dirait qu'il y avait une espèce d'anticipation. Ouais. Je peux vous assurer, on n'avait pas anticipé la pandémie, mais par contre, on avait anticipé la modernisation des process, la dématérialisation des process et surtout l'accompagnement de nos clients dans la manière et les outils pour que l'espace et le temps soient le plus accélérés. Effectivement, quand on parlait des parapheurs numériques pour des ministres ou des maires ou des députés, c'est une façon d'apporter une souplesse. On va parler de flexwork, parce qu'en flexwork, c'est un terme où maintenant les consultants commencent à en parler. Parce que tout le monde doit être flex. Exactement. Et effectivement, notre ADN a été, grâce au document numérique qui fait partie de notre ADN depuis 26 ans, et avec les outils aujourd'hui que Neoledge a mis à disposition de tous les décideurs et le collaborateur jusqu'aux citoyens, c'est comment apporter ce mode de dématérialisation comme un élément de progrès. Effectivement, la pandémie n'a fait que valider on ne va pas dire proof of concept puisque ça marche, mais au moins les retardataires, ceux qui n'ont pas cru totalement, ont vu dans cette accélération, cette dématérialisation, un axe de progrès avec un retour sur investissement colossal et surtout d'être pas à l'abri dès qu'il y a un élément parfois bloquant, ça peut être la maladie, l'absence, la dématérialisation des signatures, un député ou un élu en déplacement, comment il peut apporter vraiment plus de souplesse et qu'il n'y a pas de goulot d'étranglement dans les validations de process. Effectivement, Neoledge a validé cette approche-là, comme Archimède dans le livre numérique. Effectivement, le prêt de livre numérique nous a été un élément préparé d'avance, mais on n'a jamais vraiment imaginé que pendant la pandémie et le confinement, la ville de Paris, comme Montpellier et beaucoup de grandes villes en France, ont multiplié par 100 le nombre de prêts de livres numériques. Et on a été très contents que éditeurs comme les auteurs ont joué le jeu pour ne pas bloquer, puisqu'on n'avait même pas eu le temps d'augmenter le nombre d'accès simultanés. Rapidement, on a ouvert le robinet et ça a été un succès fabuleux sur lequel aujourd'hui tous nos clients continuent à investir dans la dématérialisation et le prêt de livres numériques. Effectivement, on doit travailler aussi sur cette fracture numérique parce que même si on prête le livre numérique, on souhaite que la tablette soit aussi équipée de puces télécom pour que le gamin dans les quartiers défavorisés puisse aussi vraiment emprunter des livres numériques et les lire chez lui exactement comme les enfants ou les adultes des familles aisées. Est-ce qu'il y a des nouveaux défis que le monde du digital doit relever aujourd'hui? Est-ce qu'on est sur une lancée, une accélération du digital, ou est-ce qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère peut-être qui ne dit pas son nom?
Honnêtement, moi, mon sentiment, c'est qu'on a compris beaucoup de choses. La première, c'est l'aspect humain. Contrairement à un homme de digital qui parle, plus que jamais, on a senti qu'on a besoin d'outils et des opportunités pour que l'humain soit beaucoup plus proche, plus présent dans tous nos process. On a compris que oui, la famille est un élément aussi important et que le télétravail doit être un mixte parce que c'est un débat actuel chez toutes les entreprises, pas seulement du digital, où on est en train de dire mais quel est le ratio, quel est le point d'équilibre 3 jours, 2 jours de télétravail, 3 jours en présentiel. Bon, en fait, tout dépend des métiers, tout dépend de l'équilibre qu'on doit trouver pour apporter cette stabilité et ce sentiment vraiment de confort et surtout d'être le plus attaché et proche un petit peu des métiers qui nous apprennent tous les jours, qu'on doit se poser la question comment on peut apporter ce flex work pour qu'il y ait un win-win économique, un win social et un win vraiment qui nous permet d'avancer. Bien, nous avons encore quelques minutes avec M. Mongy. Alors, je crois qu'on a une question. On a une question de Nicolas. Alors, malgré l'usage intensif du digital pendant le confinement, cette crise a conduit quelques startups à la faillite, notamment celles qui devaient faire une levée de fonds et pour qui tout s'est arrêté le 15 mars, alors qu'elles avaient encore des dettes à éponger et des salaires à payer. Alors, comment motiver les porteurs de projets qui aujourd'hui ont peur de tomber dans la même situation ? Alors, j'en profite pour poser une question qui a été posée également dans le même esprit. Quelqu'un qui dit comment les startups pourront transformer cette situation qualifiée de crise en opportunité d'affaires ? Effectivement, aujourd'hui, si on va parler des deux sujets, le premier qui est la levée de fonds, effectivement, la levée de fonds, en temps normal, demande beaucoup de process et validation et parfois c'est pas si facile. Malgré ça, on peut vous dire que pendant le confinement, le budget, en fait, la valeur de la levée de fonds a été supérieure à l'année 2019, contrairement à ce qu'on imagine. Pour ne citer que la BPI, en fait, les 6 dernières levées qui étaient de mars à juillet, 250 millions d'euros, ont été effectivement sur des secteurs beaucoup plus ciblés, contrairement à ce qu'on avait avant, parce qu'on a vu le secteur santé qui a eu plus d'attentes et sur lequel les levées ont été plus importantes, le e-commerce et tous les grands projets de démat. Effectivement, tout le conseil que je peux dire aux startups, c'est que votre business plan, il ne doit pas être le même qu'avant le Covid ou pendant le Covid. Il faut vraiment intégrer cette notion qu'on n'est pas à l'abri toujours d'une transformation, d'un bousculement en fait, qui peut nous arriver. Il faut que l'entreprise ou le business model est capable d'intégrer ces éléments-là pour transformer effectivement cette crise en opportunité. Oui, les startups, il faut qu'on continue parce qu'on a vu plein de startups qui sont créées et qui survivent et qui sont au contraire en plein levée de fonds. Donc aujourd'hui, on va dire l'écosystème a changé. On n'a pas les mêmes approches, les mêmes regards au business plan. Donc les startups, s'ils n'ont pas un business model qui montre une agilité, ils auront des difficultés aujourd'hui à trouver de fonds. Par contre, toute entreprise, start-up qui a un modèle économique qui marche, qui peut s'adapter et qui est agile, à mon avis, n'aura pas de difficulté pour trouver ses levées. Je vais en profiter, M. Mongy, puisque vous êtes avec nous, parce que quand je regarde en fait par rapport à nos invités, vous êtes celui qui est le plus proche des pouvoirs. Alors j'ai plein de questions qui sont un petit peu, soit des questions anxiogènes, des questions qui touchent la politique. L'idée, c'est de les citer quand même parce que les gens ont fait l'effort de nous poser des questions. Après, vous verrez si vous avez une réponse ou non qui permettrait de conclure. Alors j'ai Ben qui nous dit, entre le réchauffement climatique, les guerres, les conflits des peuples, les injustices, la pauvreté, la famine, les déplacements, etc., c'est certain qu'on aura d'autres pandémies plus graves dans l'avenir. Avez-vous la solution pour éviter cela ? Bon, moi j'ai envie de dire à Ben, désolé, j'ai pas de baguette magique, mais on pourra en parler. Donc j'ai Nadia qui demande comment s'en sortir de cette catastrophe
et de cette situation. Donc voici, ça ce sont des questions anxiogènes, mais c'est normal, les gens ils sont inquiets, comme nous tous. Il y a des questions qui touchent un peu plus le côté politique. J'ai Fabienne qui dit, est-ce qu'on se dirige vers un nouveau gouvernement dictatorial face à la Covid? Nous imposera-t-on une vaccination? J'ai quelqu'un qui dit, est-ce que vous pensez que l'Occident, alors c'est Younous qui dit, est-ce que vous pensez que l'Occident est en mesure de mettre en jeu sa zone de confort matériel pour le bien du reste de l'humanité? Bon, je pense par exemple au mouvement anti-masque et Big Pharma. Et puis, une autre question, comment rompre avec la dépendance politique vis-à-vis des grandes puissances dans le contexte du Covid? Alors, vous voyez, on a pas mal de questions qui tournent autour de tous ces sujets-là. Alors, on ne pourra pas toutes les traiter. J'en donne une dernière, comme ça me permettra d'avancer sur les questions. C'est notre ami Albert qui dit « Quel facteur signera la fin de cette crise économique, sociale, politique ?» Qu'est-ce qui nous marquera cette fin? Enfin, voilà, je vous ai bombardé de questions. Si vous avez quelques réponses qui peuvent faire office de conclusion, ce serait top. C'est vrai, c'est plusieurs questions, mais en fait, la question que tout le monde se pose, est-ce que le monde de demain, ou en fait, d'aujourd'hui, est le même que lui d'avant? Moi, personnellement, je dis non, parce que beaucoup de valeurs ont été repositionnées et on a pris conscience de beaucoup de choses qu'auparavant, peut-être, on a oublié ou on a ignoré, ou peut-être. Mais aujourd'hui, moi, je peux dire que l'humain va prendre une place importante. La proximité par les outils et tous les outils qu'on peut avoir. On a vu le lien avec nos aînés et la manière comment aussi on n'en profite pas et qu'un jour ou l'autre, on peut même les voir partir sans même leur dire au revoir. En fait, toutes ces questions qui nous ont pris par surprise, nous ont poussé à imaginer le monde de demain. Moi, j'ai vu des gamins qui sont à la même école que mon fils, à l'école primaire, et qui n'ont pas eu le moyen d'accéder aux cours par correspondance. On est en France, en 2020, et il y a une fracture numérique. On ne peut pas accepter vraiment qu'on peut continuer dans un monde où il y a deux sociétés ou trois sociétés. J'espère, avec cette pandémie, avec les outils qu'on a, on réussit à rendre proche ce monde pour qu'il y ait une solidarité. Et moi, j'ai fait des émissions avec des députés et des sénateurs pour trouver des moyens financiers supplémentaires pour que chaque enfant en France ou partout dans le monde, j'espère, mais au moins en France, accède au numérique, à la connaissance et de savoir pour tous. Avec des moyens simples, juste, il suffit d'autoriser les entreprises à livrer et à donner leur PC au bout de 3 ans, gratuitement, aux enfants qui en ont besoin. Effectivement, si je résume toutes ces questions, le monde de demain est différent, le monde doit être meilleur, espérant. Il faut qu'on profite de cette crise pour imaginer. Effectivement, quand on discute avec des architectes, on discute avec des gens qui animent vraiment la société et l'écosystème, on ne peut pas prendre les mêmes outils d'hier pour préparer le monde de demain. Alors vous savez, M. Mongi, ce qui nous rassure vraiment le plus, ce qui nous rassure dans ce monde, c'est qu'on a des gens comme vous qui vont se battre justement dans cette société civile. Parce que comme vous l'avez remarqué, webcom.tv n'est pas un média officiel. Nous sommes des gens comme vous, comme moi, etc., qui nous exprimons, qui donnons un autre regard. Et donc, en tout cas, on est rassuré de savoir qu'on a des gens comme M. Zidi qui vont être les garde-fous un petit peu de tout ce qui peut se passer dans le digital et qui vont aider donc pas mal de personnes dans les quartiers à sortir de ces crises. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et donc on va passer à un autre sujet qui est très proche de ce que vient de nous dire M. Zidi. On reste dans le digital. Eh bien, c'est la réaction des agences de communication, des marques, des communications, des marques, des agences de communication, bien évidemment. Comment est-ce que ça a été vécu? Parce qu'on sait que le monde de l'événementiel en a pris un coup, donc on en parlera aussi tout à l'heure. Et là, nous avons certainement énormément de choses à raconter sur le sujet, mais nous avons préféré donner la parole à un confrère qui a su très bien trouver les mots pour exprimer ce que nous avons ressenti en cette période et comment les agences de communication réagissent à la fois pour eux, pour leurs salariés,
et pour les marques qu'elles accompagnent dans leur communication. Donc je vous propose ensemble de voir l'entretien que nous avons eu, en tout cas le reportage qu'on a fait avec notre ami Richard Ranlerberg de l'agence Nikita. Concernant la proximité avec les clients et de se dire, tiens, comment on va se sortir de ce bazar, hein, de cette crise où on peut, même en resserrant les liens avec eux, se dire comment ça se passe. Moi, je crois qu'il y a une histoire aussi d'humilité et d'audace. Mixer les deux, c'est-à-dire avec beaucoup d'humilité, se dire que, bah, je sais pas, on ne sait pas comment on va y arriver, mais on va y arriver. Et donc, d'impliquer chacun. Je pense aux collaborateurs dans l'entreprise, mais je pense aussi chez nos clients, pas forcément le dirigeant, mais aussi les collaborateurs de cette entreprise, les clients de nos clients, et de mettre chacun autour de la table et de réfléchir ensemble sur comment réinventer les meilleures façons de communiquer. C'est notre job avant tout, de réinventer tout ça. Et on trouve des solutions en étant à fond focus sur la mise en avant des discours vrais, de l'authenticité, plus trop de bullshit, c'est-à-dire de communication qui dit avec beaucoup de force, je suis le meilleur, et venez chez moi acheter tous mes produits. Non, non, là on va au cœur de l'ADN de l'entreprise et de la marque et on l'exprime en produisant des contenus, en les performant, c'est-à-dire en étant en étude et en étude d'impact. Et je crois que ça, c'est la clé pour une meilleure communication demain. Alors l'agence Nikita a traversé pas mal de crises depuis maintenant 29 ans. D'ailleurs, l'agence a été créée en 1991. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais en 1991, c'était la loi Sapin et qui transformait complètement et du jour au lendemain le modèle économique de l'entreprise. Et nous, on s'est installé avec Valérie Doucineau, mon associé, on s'est installé cette année, pendant cette crise. Tout le monde nous disait, mais vous êtes dingue, comment vous allez faire? Et on s'est dit, bah, ce sera bien, ce sera mieux, on sera indépendant et ce sera bien. Et au fil des années, bah, on a traversé des crises, hein, il y a eu 2008, 2009, bref, on a traversé des crises internes ou conjoncturelles. Et finalement, on s'est toujours dit que ça ira. Cet esprit positif, j'en parlais tout à l'heure, cet esprit positif, c'est pour un dirigeant, je pense que c'est la clé, une des clés. On s'est dit que, ouais, ça fait peur. Hein. Et il y a un rideau de feu devant nous. Il y a, un peu comme au cirque, hein, il y a un rideau de feu, et puis tu y vas ou tu y vas pas, tu le traverses ou pas? Eh bien, si on se dit que derrière c'est pas mal, ben moi je pense qu'on va y aller. Je pense qu'on va le traverser. Alors comment on a rebondi face à cette crise? D'abord, on a eu un moment de sidération. Même si on entendait parler, on avait commencé à anticiper quelques petits trucs, mais on a eu ce moment de sidération, en tout cas en tant que dirigeant avec mon associé. On a eu ces 2-3 jours de « waouh, tout le monde est parti, tout le monde est en télétravail maintenant et voilà, qu'est-ce qu'on fait ?» Et finalement, beaucoup de nos clients se sont posé la même question. Ils se sont dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, on a resserré les liens avec nos clients. On les a appelés un par un pour demander comment ils allaient, avec beaucoup de bienveillance et aussi dans l'intimité avec nos clients. Et voilà, on a partagé nos sentiments, nos émotions. Et finalement, on s'est mis à leur disposition pour réfléchir avec eux sur comment faire, comment continuer finalement à travailler, à avoir des opérations, à faire du commerce. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Alors moi, je crois que la meilleure attitude à avoir, c'est d'être soi-même et de bien savoir pourquoi on fait ce métier, qui on est. Donc, pour les marques et nos clients, c'est pareil. C'est quoi ton ADN? C'est quoi ta raison d'être? À l'agence, on s'est basé sur nos valeurs finalement, tout simplement. Le respect, la positivité surtout, je vais y revenir, la bienveillance, l'authenticité. Positif, c'est dire quoi? C'est dire que demain ça ira. Une crise, elle se traverse et demain ça ira. Être positif, je pense que c'est la clé pour un dirigeant de se dire que demain ça ira. Donc il s'est passé quoi? Il s'est passé que
ben, on a refait plein de plateformes de marque, on a redéfini avec nos clients leurs projets et on a continué à produire des contenus authentiques, vrais, positifs. Et voilà, on a passé, et on est encore dans cette crise, mais on se base en tout cas sur nos valeurs. À l'agence Nikita, on est une quarantaine. 40 personnes, c'est 40 familles pour nous. C'est pas rien, c'est une sacrée responsabilité. Donc en sérénité, surtout, il faut garder la tête froide et avoir du sang-froid, mais de se dire que, encore une fois, de façon très positive, on va trouver des solutions, on va être créatif, on va accélérer nos transformations. On est là pour faciliter les mutations positives de nos clients et de leurs marques. Faisons-le déjà chez nous et accompagnons nos clients du mieux qu'on peut. Et comme ça, on peut assurer à nos collaborateurs de voir le bout de cette crise et de se dire que ce sera encore mieux après cette crise. Eh bien, merci à Richard d'avoir été notre porte-parole pour les agences de communication, en tout cas, et d'avoir été avec nous pour cette première. J'en profite pour poser quelques questions qui tournent autour de la communication, du digital, qui ont été posées par nos participants. Donc, j'ai une question alors de Zaz, elle se reconnaîtra. Quelles sont les tendances du marketing digital qui s'avèreront incontournables pendant et après la crise sanitaire ? J'ai une deuxième question sur la partie digitale. En ces temps de pandémie, alors c'est Asma, et de distanciation physique, comment s'y prendre pour personnaliser des présentations à travers Webex tout en gardant l'attention des audiences 500 à 1000 personnes? Peut-être un début de réponse, c'est que les tendances du marketing digital, bien évidemment, on voit que le digital se développe, qu'il va s'accélérer. Il y aura certainement d'autres idées qui vont naître en combinant la vidéo, le digital. C'est ce qu'on fait en fait aujourd'hui. Parce qu'il y a quelques années, il y a 20 ans, on n'aurait pas pu faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire avoir une espèce de plateau télé connecté où on peut nous poser des questions, répondre. Demain, peut-être qu'on arrivera à faire des choses encore qu'on n'a jamais faites auparavant. Le digital a sa place parce qu'il permet de communiquer à distance. Après, on verra avec certainement ce qu'on va dire avec notre ami Bruno Acou, qu'au niveau de l'événementiel, la notion de proximité et de distance va avoir peut-être d'autres sens. Alors pour tout ce qui tourne autour des présentations en visio à travers Webex, alors vous savez, il y a 3 plateformes qui fonctionnent beaucoup en ce moment, c'est Teams, Zoom et Webex, qui sont en plus, ils n'arrêtent pas de rajouter des fonctionnalités parce que c'est en train d'exploser dans tous les sens. Il faut savoir juste une chose, c'est que avant cette crise, on recevait une invitation à un webinar tous les 2 mois. Aujourd'hui, vous en recevez 5, 6 par jour. On a tout simplement une explosion à 1800% de ce dispositif de webconférence, webinar, etc. Alors bien évidemment, on ne pourrait pas toutes les voir et quand il y a trop de webinars, ça peut tuer les webinars. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, on a espacé tous les 2 mois, parce que d'abord, il y a toute une préparation. Il faut communiquer quand on a des choses intéressantes à communiquer, donc ça ne sert à rien de prendre la place. Et puis, il faut faire attention au son, à l'image. Les gens, quand ils n'ont pas une bonne qualité de son et d'image, ils zappent, ils passent ailleurs. On ne peut pas dépasser plus de 2 heures en étant assis devant un écran, sachez-le. C'est pas pareil que lorsqu'on peut se bouger dans une salle, aller prendre un café, revenir. Voilà. Donc il y a plein de critères qu'il faut mettre en place. Bon, maintenant, Asma, pour vous donner des réponses beaucoup plus techniques, je vous invite à nous envoyer un message via webcom.tv et on demandera aux techniciens de vous donner vraiment la réponse exacte. 2 autres questions avant de passer à notre invité. Quelqu'un qui dit que les médias n'aident pas à mieux comprendre. On affirme une chose et son contraire. Donc et puis il y a quelqu'un qui dit le Covid, la Covid, il faut savoir qu'on dit maintenant la Covid et non pas le Covid, c'était tout un débat avec l'Académie française. Là, en référence à la maladie, donc la Covid-19, artificielle ou naturelle. Pour la 2e vague, on parle de mutation, la cible a changé. Comment l'expliquer scientifiquement ?
Bon, vous avez bien compris, on n'est pas là pour faire concurrence aux médias télé qui nous ressassent tout ça du matin au soir avec des scientifiques, etc. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que là, on est dans l'expression de la société civile. Ce sont des questions, on pourra peut-être en parler quand on aura les experts là-dessus, mais en tout cas pour les médias, bien évidemment, on a tous compris qu'ils peuvent être anxiogènes. Philippe Bloch en a parlé même en étant journaliste chez BFM Business. Moi, j'ai connu quelqu'un qu'on a envoyé, au bout d'une semaine, il a eu une crise et qu'on a envoyé aux urgences. Et quand on a regardé qu'est-ce qui s'est passé, on s'est rendu compte en fait qu'il regardait BFM Business du matin au soir. Et donc, sachez qu'effectivement, que lorsqu'on avale que des informations négatives, ça peut jouer sur notre mental, ça peut jouer effectivement sur notre façon de vivre. Bien évidemment, on est là pour être les garde-fous de tout ça. Et certainement qu'on fera un magazine, je pense, ça sera le numéro 3, où on parlera des médias, plus spécialement, et on parlera des fake news, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, comment ça se passe, etc. Mais pour l'heure, j'ai un invité de marque, donc c'est M. Bruno Hakou. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors je vais rappeler quand même que vous avez été l'initiateur de l'agence Tapis Rouge, qui a passé plusieurs années à nous organiser des festivals. Vous avez fait des happenings dans le métro, donc on avait des liasses, mais du monde incroyable. Alors on sait que vous avez changé de métier aujourd'hui. Mais est-ce que tout ça s'est terminé, ces festivals, ce monde dans la rue, ces gens qui font la fête ensemble, est-ce que c'est fini tout ça? Pour l'instant, c'est fini provisoirement. Mais pour parler un petit peu du monde événementiel, puisque c'est un peu le sens de la question, je le comparerais à un verre à moitié vide ou à moitié plein. Tout dépend de la manière dont on le perçoit. À moitié vide parce que, je prends mon cas personnel, encore pour cette année, on a eu un certain nombre de séminaires, de conventions qui ont été dans un premier temps reportés, puis tout simplement annulés. À moitié vide parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que cette famille, puisque je parle de famille, de l'événementiel, aujourd'hui rassemble énormément de métiers dans la technique, des traiteurs, dans le monde de la communication aussi, puisque tout le monde est impacté. Et aujourd'hui, et depuis le mois de mars, il est très très difficile à tous ces gens-là de pouvoir travailler, non pas parce qu'elles n'ont pas d'envie, non pas parce qu'elles n'ont pas de bons de commande, elles l'ont, mais par toutes ces mesures gouvernementales qui les empêchent aujourd'hui de travailler. Et je pense qu'on peut aussi se poser la question de comment ces mesures sont ressenties, parce que lorsqu'on voit que les gens peuvent continuer à faire leurs courses, même masqués, et prendre les transports en commun, mais par contre n'ont plus l'occasion de pouvoir s'asseoir dans une salle de concert ou dans une salle pour assister à une convention. Ça, c'est pour la partie verre vide. La partie verre plein, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est la manière de se réinventer. Qui aurait pu dire, il y a maintenant quelques mois, que nous aurions pu aujourd'hui nous rassembler à quelques 300 personnes du Maroc, d'Australie, du Canada, de France, et tout ça pour vivre un moment incroyable, un moment enthousiasmant. Et ça, je trouve que c'est une belle espérance. Eh ben, merci de le rappeler. Merci Bruno de nous le rappeler. Donc on va quand même en venir au sujet sur lequel vous travaillez en ce moment. C'est que là, vous avez une activité, alors Youpi, donc je rappelle Youpi. Alors c'est Eupi. Voilà, je sais très bien que moi j'ai mon accent donc, de guide de Marrakech, donc je suis désolé, donc Eupi. Voilà. Alors pour Eupi, vous êtes créateur de synergie collective, en tout cas de dynamique collective. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, fédérateur de dynamique collective. Fédérateur, en fait, tous les mots sont importants parce que je pense qu'aujourd'hui, il est important de rassembler. On peut penser que tout ce que l'on voit et toutes ces informations anxiogènes ont plutôt tendance à diviser. Et fédérateur de dynamique, la dynamique, c'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui nous permet d'avancer, et collective parce qu'on ne peut rien faire seul et qu'on a besoin de se rassembler. Et ce qu'on a souhaité faire avec ma fille et également beaucoup d'autres autour, c'est de créer un écosystème qui s'appelle Eupi. Effectivement, dans Eupi, vous avez le mot
up qui permet de rebondir, et uppy, la notion de bonheur. Et on a souhaité faire au travers de cet écosystème un rassemblement de personnes qui vont tous œuvrer pour favoriser la transformation des entreprises. Comment ? En proposant des solutions qui seront co-créées entre des experts dans des domaines stratégie, communication et également relations humaines avec des collaborateurs d'entreprise. Et tous ensemble, ils vont co-construire des solutions qui seront à la fois stratégiques et opérationnelles. Nous serons, nous, des facilitateurs. Alors justement, donc je voudrais quand même rappeler le thème de notre MAG, c'est comment réinventer la proximité dans un contexte de distanciation. Est-ce que quelque part, donc ce que vous apportez là, est-ce que ça apporte une réponse, une manière de réinventer la proximité entre les gens, que ce soit dans l'entreprise, entre les entreprises et leurs clients ou leurs contacts professionnels? Est-ce qu'il y a une réponse autour de tout ça? Oui, il y a une réponse autour de tout ça et il y a surtout un point commun. Et le point commun, c'est vraiment de remettre l'homme au cœur des stratégies des entreprises, pour les rendre à la fois plus autonomes, plus responsabilisés et, de fait, plus heureux. On parle de l'homme et de la femme, attention, il y a des femmes. De l'homme avec un grand H, bien évidemment, de l'homme et de la femme. Oui. Et cette notion de mettre finalement autour de la table toutes les parties prenantes est une solution pleine simplement, j'allais dire, de bon sens. Et à partir du moment où on fait confiance à l'homme avec un grand H, on est toujours agréablement surpris. Parce que finalement, il n'y a pas de personnes, de sachants, de non-sachants. Tout le monde, que ce soit un comptable, que ce soit une personne qui s'occupe de l'entretien de l'entreprise, tout le monde est capable d'avoir des idées. Et c'est en fédérant toutes ces idées qu'on peut ensemble construire les solutions de demain. Bien évidemment, en fédérant les gens, mais aussi en utilisant tous les moyens de communication modernes, dits digitaux. Et effectivement, vous avez cité Teams, Zoom, qui permettent aujourd'hui de se réunir à distance. Mais je crois aussi beaucoup qu'il s'agit aussi de pouvoir continuer à se rassembler physiquement, quitte, et c'est important, à respecter les gestes barrières. Mais il n'y a rien de tel quand même de se voir, de pouvoir reconnaître des sentiments au travers du clignement des yeux ou au travers d'un sourire ou simplement de la position des mains. Et tout cela ne peut pas être barré d'un coup de crayon. Donc les deux sont très très importants. Alors, comme on dit dans la communication, on ne peut pas, c'est un des principes, on ne peut pas ne pas communiquer. Même une personne qui ne bouge pas, qui est là, vous mettez une image, vous pouvez sortir tout un ensemble d'impressions qu'on peut avoir de cette personne en se disant elle est empathique, elle est méchante, elle est ceci en fonction de son expression. C'est vrai que là, toutes nos expressions du visage vont avoir beaucoup d'importance. Il me semble qu'on a alors des questions. Alors, est-ce qu'il y a une question? On peut en prendre qu'une seule pour Bruno. Clémentine, à vous. Alors, on a deux questions, mais je vais résumer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent souvent sur l'événementiel. Donc, le secteur de l'événementiel, des artistes, des intermittents est en agonie. On n'a jamais connu un arrêt d'activité aussi immédiat. Alors, que pouvons-nous faire quand notre métier est la seule chose que nous savons faire et qui nous anime, afin de rassembler les gens, de pouvoir les rassembler, les divertir et leur faire passer de bons moments afin de créer du lien entre eux? Belle question, longue question. Je dirais que la première chose, c'est de pouvoir profiter de ce temps, qui est long, effectivement, pour pouvoir se poser. Simplement se poser et de réfléchir sur tous les talents qui nous ont été donnés, en l'occurrence par cette personne, et se dire comment puis-je me mettre au service, pas simplement de l'événementiel, mais de ce que je sais faire au service d'autres. Et pour cela, pour moi, la deuxième étape qui est très importante, c'est de ne pas rester seul. Et aujourd'hui, on a un formidable mouvement de la part de tous les acteurs de l'événementiel qui se rassemblent. Et je crois que ce qu'on avait avant, où chacun travaillait un petit peu de son côté, eh bien, c'est terminé. C'est aussi l'avant et l'après. Et l'après, c'est se regrouper, se fédérer et apprendre à réfléchir ensemble.
Eh bien, merci, merci Bruno, merci d'avoir été avec nous pour cette première qui est très intéressante. Vous pouvez rester avec moi, donc le temps qu'on fasse... on me fait signe, il y a une autre question. Bon, allez Clémentine, une autre question pour Bruno. Vous avez du succès, hein? On a Kirwani qui demande, selon vous, comment pensez-vous que le monde du travail sera impacté? Alors, sur le plan du monde du travail, donc ça sort un petit peu de la partie événementielle. La partie événementielle, en effet. Moi j'ai 3 points qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est le travail avec le télétravail, et je pense qu'on en a parlé. Et il s'agira de trouver le bon équilibre entre le travail chez soi, qui permet aussi de concilier la vie de famille et son propre travail, tout en évitant de polluer. Et ça, c'est important. Le deuxième point, on en a parlé aussi, c'est les espaces de travail au sein même des entreprises. Il s'agira de recréer des espaces de travail, mais qui soient à l'échelle de l'homme et pour justement pas simplement travailler, mais pour pouvoir échanger. Un peu comme à la maison. Et on voit beaucoup de cas d'exemples aujourd'hui dans tous ces espaces de coworking. Et enfin, le troisième point, c'est qu'il faudra surtout continuer à essayer de travailler en co-création et en y mettant autour de la table toutes les parties prenantes, c'est-à-dire pas simplement nos clients, nos collaborateurs, mais aussi les fournisseurs, mais aussi les actionnaires. Tout le monde doit faire partie de cet écosystème. Eh bien, merci Bruno, merci beaucoup pour votre participation à cette première. Voilà, donc ça va être... notre émission va bientôt toucher à sa fin. J'aimerais quand même donner encore 2 ou 3 questions qui ont été posées par nos participants. Daniel Richard, qui pose une question sur les médias. Comment aider mes collaborateurs à se protéger du harcèlement permanent des médias sur les pires aspects de la crise du Covid? Oui, on en a parlé tout à l'heure. Donc les médias, effectivement, j'ai donné l'exemple de la personne qui est partie aux urgences. Bien évidemment, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on soit tous des sensibilisateurs pour faire la part des choses. Donc sur tout ce qui se dit, on entend tout et son contraire. Nous avons... alors Sana, donc je vois une question. Comment avancer dans l'avenir, emploi, vie de famille, vie sociale, avec tant d'éléments qui freinent l'économie mondiale? Il y a quelqu'un d'autre ici. Comment envisager l'avenir? Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ça va être le sujet de notre deuxième MAG qui va avoir lieu le 15 décembre. On va parler du futur. Parce qu'on ne pourra pas tout traiter aujourd'hui. Et on va avoir des invités qui vont venir avec des boules de cristal et vont vous expliquer ce qui va se passer dans les 2 ans, les 10 ans, les 20 ans à venir. En tout cas, c'est notre ambition, c'est d'avoir une projection vers le futur, voir est-ce qu'on peut arriver à anticiper les choses ou non. Et en tout cas, je pense que toutes vos questions, alors ça nous a été inspiré par pas mal de questions qui sont posées sur l'avenir. Donc on espère effectivement pouvoir y donner des réponses dans 2 mois. Alors j'ai une question, mais qui est plus une conclusion, parce que on ne voit pas tout le texte, mais c'est toute la page. C'est Christophe. Je vais la lire quand même, parce qu'il a fait l'effort de tout écrire. Il faut quand même lire ce que nous a dit notre ami Christophe. Vous savez, nous étions confinés dans les grandes métropoles. J'entends par là, certaines personnes n'avaient aucune proximité ou interaction sincère et vraie avec les gens. Donc ça, c'est intéressant. Je passe parce qu'il explique qu'effectivement que les gens sont manipulés par le mauvais journalisme, le médical des lobbies, etc. Dans la vie, nos difficultés sont là pour nous faire grandir. Les résultats que vous obtenez dépendent des choix que vous allez faire face aux événements de la vie qui vous arrivent. Donc, sa conclusion, et je trouve que c'est intéressant parce que c'est une conclusion, pour ça je le garde pour la fin, réinventer la proximité commence déjà par travailler sur soi, pour réfléchir soi-même, voir les autres différemment, prendre sa vie en main et être ouvert aux autres et à la vie. Eh bien, merci Christophe, parce que ça pourrait être presque le mot de la fin. Et donc, je voudrais terminer rapidement pour vous dire que nous avons été encore une fois très heureux de vous avoir avec nous 90 minutes chrono. Donc, voilà. On vous invite à réagir, continuer à réagir. Il y aura un replay donc sur webcom.tv. Partagez, likez, invitez du monde. Et puis, si vous souhaitez intervenir sur webcom.tv, envoyez-nous un message sur contact@webcom.tv, que vous soyez un expert
ou si on peut vous caser sur une des thématiques qui vont arriver. Si vous souhaitez profiter de ce plateau en tant que professionnel, nous sommes à votre écoute et bientôt nous allons mettre sur le site toutes les possibilités que nous sommes prêts à partager avec tous nos confrères, avec les annonceurs, tous ceux qui le souhaitent en tout cas. Ce plateau est le vôtre. Alors le 15 décembre, ça sera notre deuxième mag et le thème, ce sera « Quel futur en ces temps incertains ?» Et pour ceux que ça intéresse, donc le 24 novembre, je vais vous donner un deuxième rendez-vous. Sachez que j'ai écrit un livre qui est sorti juste à la veille du confinement qui s'appelle « Intelligence positive et management du futur ». Donc je vous en parlerai avec Mathieu Klimczak, qui est un expert en intelligence artificielle au CITC, le Centre d'innovation des technologies sans contact, qui m'a donné un bon petit coup de main là-dessus. Donc on essaiera de faire un petit topo parce que c'est une manière justement d'anticiper le futur. Et comme c'est lié avec le sujet que l'on aura, donc je vous donne rendez-vous, notez ces deux dates, le 24 novembre et le 15 décembre. Alors il est fort probable qu'on change les horaires parce qu'on m'a demandé d'avoir un horaire un peu plus flexible pour nos amis canadiens, peut-être les Australiens, donc je ne sais pas quelle heure il est en ce moment chez eux, mais on sera certainement vers le coup de 18h30, peut-être heure française, pour les prochains mags, de manière à ce que tout le monde puisse être avec nous. Alors, le mot de la fin, ça pourrait être quoi? Eh bien, le monde change, effectivement. Eh bien, si le monde change, ça veut dire que nous devons également changer les règles. Alors, vous savez, il y a un adage qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Eh bien, je crois que cet adage, il faudrait que nous tous, on le change. Ça va être « loin des yeux, près du cœur ». Loin des yeux, près du cœur. Donc, alors je vous propose, pour terminer, mettez tous vos mains comme ça. Regardez comment on se touche. Regardez. Alors, vous voyez, on peut se toucher. Donc, je vous dis à tous ensemble, cultivons la proximité du cœur. C'est celle qui va nous sauver. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous. Merci, belle journée et à très bientôt sur webcom.tv. Webcom.tv, réinventons la proximité.